vous accueillir pour cette nouvelle interview où j'ai le grand plaisir d'avoir Adrien Piret comme invité. Bonjour Adrien. Bonjour Audrey et bonjour Julien. Et bonjour Julien. Et voilà, il y a aussi une nouvelle surprise aujourd'hui. C'est la première fois que je fais une interview avec Julien, donc qui est mon compagnon. Et pourquoi ce choix en fait? Parce que Adrien est le concepteur d'un programme en ligne que vous avez peut-être déjà vu passer, tant il a eu vraiment un franc succès, qui s'appelle l'Ultime Méditation. Et vraiment, c'est un programme avec lequel je suis tombée amoureuse. Et si Julien a voulu participer aujourd'hui, c'est parce que… Ça me parle. Voilà, exactement. Et que je suis aussi le programme et que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Voilà, parce qu'en fait, m'occupe énormément. Ouais, tout le monde entend parler de méditation habituellement, mais là déjà peut-être que le titre vous interpelle. C'est pas juste la méditation ou la méditation pleine conscience, mais l'ultime méditation. Donc, en fait, peut-être Adrien, tu pourrais nous expliquer quel est ce concept en fait, quel est le but de ce programme en ligne et qu'est-ce que tu entends par l'ultime méditation? Alors le but, il est très simple, c'est simplement de se débarrasser de la souffrance. Parce que pour moi, dans mon expérience, j'ai beaucoup souffert étant plus jeune et j'ai cherché plein de voies, plein de manières. J'ai appris énormément de techniques de développement personnel, de connaissance de soi, de thérapie, de toutes sortes de techniques de thérapie. Et à chaque fois, je constatais que ça ne m'empêchait pas de souffrir à nouveau par la suite. Et j'avais toujours cette espèce de conviction, d'intime conviction qu'il était possible de vivre sans souffrir. La souffrance n'était pas normale, qu'elle n'était pas obligatoire en tout cas. Et puis j'ai découvert ce que j'ai après nommé l'ultime méditation, qui est simplement une approche qu'on appelle, c'est pas une approche nouvelle, hein. En fait, moi j'ai juste donné un nom, on va dire moderne, à quelque chose qui existe depuis des millénaires et qui vient d'Inde, de l'hindouisme en fait, et qui s'appelle dans la langue, on va dire, de là-bas, l'Advaita Vedanta, et ici on a traduit ça par la non-dualité. C'est une approche qui permet de découvrir en fait notre nature non-duelle, justement, notre nature éternelle quelque part. On pourrait appeler ça notre âme. Moi, j'aime pas utiliser le mot âme, mais j'utilise souvent le mot conscience. Mais c'est à peu près la même chose. C'est des mots qui permettent d'appréhender quelque chose qui est difficilement descriptible, mais qui est expérimentable. Et en fait, cette découverte, cette approche, cette voie de connaissance de soi offre une possibilité de mettre fin définitivement à la souffrance. Et quand je dis mettre fin définitivement à la souffrance, je précise que la souffrance, c'est dans le sens souffrance psychologique plus qu'autre chose, c'est-à-dire le fait d'être en résistance et en lutte contre la réalité du moment présent, tout simplement. Alors, ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas certains désagréments, ça n'enlève pas les émotions, ça n'enlève pas quoi que ce soit, ça n'enlève aucune sensation. Ça permet simplement de percevoir la vie, de se percevoir soi-même différemment, avec un certain recul, et d'avoir un accès en fait quasi illimité à une paix qui est au-delà justement du corps, au-delà de l'esprit, qui est au-delà des émotions, au-delà des sensations, etc., etc. Et donc pourquoi j'ai appelé ça l'ultime méditation, c'est parce que simplement dans mon parcours, ça a été justement l'approche qui a mis fin à ma recherche de nouvelles techniques. À partir du moment où j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, c'est ça. C'est tellement simple, c'est tellement puissant, c'est tellement pragmatique aussi pour moi que ça a mis fin à mes recherches. J'ai arrêté d'être dans la gourmandise et dans l'accumulation de nouvelles connaissances ou de nouvelles techniques pour avoir découvert ça, parce que moi, c'était la fin, c'était la dernière chose que j'ai eu à faire. D'accord. Et est-ce que tu t'es beaucoup entraîné en fait à la non-dualité, à ce genre de méditation, avant que ça devienne quelque chose de vraiment pleinement vécu et qu'il n'y ait pas à essayer de cacher les souffrances, mais vraiment à voir les choses telles qu'elles sont et de plus tomber dans la souffrance, tout simplement. Beaucoup entraîné, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, ça a mis beaucoup de temps, oui. Ça a mis plusieurs années. En fait, pendant plusieurs années, j'ai étudié le sujet de manière très théorique et j'avoue que je ne comprenais rien en fait à ce que je lisais ou à ce que j'entendais de la part d'enseignants qui étaient sur cette voie, qui transmettaient cette approche. Je comprenais rien, mais il y a quelque chose en moi qui sentait que c'était important en fait. Il y avait comme un appel du cœur, plus que de l'intellect, parce que vraiment l'intellect ne comprend rien, parce que on va dire qu'on utilise des termes où on aborde, on va dire, les choses d'une manière qui est difficilement compréhensible pour l'intellect.
c'est une voie qui n'est pas cohérente en fait pour le mental. Mais il y avait quelque chose qui vibrait fort à l'intérieur de moi par rapport à ça. Donc j'ai continué d'écouter. Et ça restait toujours très obscur jusqu'à ce qu'un jour, c'était en 2012, je me souviens bien de ce moment-là, j'avais effectué une méditation, à l'époque c'était de la méditation Vipassana que je pratiquais régulièrement. Et c'était après la méditation, on avait fait une méditation de groupe dans mon salon avec des amis. Et puis les amis étaient partis, j'étais resté là tout seul dans le salon, un peu de manière totalement voilà, relaxée, mais je ne méditais plus. C'était après la méditation et j'étais dans une forme de contemplation. Et puis là, j'ai vu, en fait, j'ai eu accès quelque part, où j'ai ressenti, où j'ai réalisé ce dont tous ces enseignements que je suivais parlaient. Et là, c'était la première fois que je l'ai vraiment vécu et vu. Et ça m'a vraiment marqué dans le sens où c'était tellement simple, en fait. C'était tellement là, tellement accessible, tellement évident. Et après ça, j'ai cherché encore pendant quelques années à reproduire le phénomène, ce qui est en soi aussi, quelque part, peut constituer un obstacle, en fait, d'essayer de chercher. C'est un petit peu comme un poisson qui, euh, un poisson qui nage dans l'océan et qui est à la recherche de l'eau. C'est un petit peu ça, c'est le même principe. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, en fait, dans cette voie, ce n'est pas quelque chose de différent de ce qui est déjà là. Ce qu'on cherche, en fait, à l'inverse, c'est d'arrêter justement de chercher autre chose que ce qui est. D'arrêter de chercher une issue à ce qui est. C'est l'acceptation totale, pleine et entière de ce qui se présente à nous, quel que soit ce qui se présente à nous. Et donc, ça inclut effectivement les émotions, les pensées, les sensations, ça inclut les perceptions externes comme les perceptions internes au corps, ça inclut absolument tout. Donc, en fait, ça, depuis 2012, ça a continué à cheminer jusqu'à ce que je découvre, en fait, j'identifie en tout cas des points communs à différentes approches que j'avais pu étudier de manière théorique et puis pratiquer, essayer de manière pratique avec des exercices concrets. Et dans mon expérience, en fait, les choses étaient... J'avais envie de transmettre quelque chose de très simple, de très accessible. Il n'y a pas besoin de passer par des années justement d'ascèse ou des années d'études pour accéder à ce qui est si simple, en fait, ce qui est si présent tout le temps, c'est-à-dire le moment présent. On peut appeler ça comme ça, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça la nature, on peut appeler ça la source. Et moi, j'appelle ça la conscience libre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on est quand on est justement libre de toutes les attentes, de toutes les intentions, de tous oui, de tous les conditionnements et les idées reçues qui nous font voir la vie avec des exigences sur ce qu'elle devrait être plutôt que ce qu'elle est. Et quand on accepte la vie telle qu'elle est, plutôt que ce qu'on pense, plutôt que de vouloir lutter contre en voulant la changer pour qu'elle corresponde à ce qu'on pense qu'elle devrait être, alors tout devient beaucoup plus simple. Et c'est ça la fin de la souffrance. Et la souffrance, elle est là à partir du moment où on est en lutte contre la réalité, contre ce qui est en train de se produire dans l'instant présent. Et enfin, tu vois, ça m'interpelle ce que tu me dis parce que dans le monde du développement personnel, en fait, on est toujours dans une quête sans fin d'amélioration, en fait. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas content, finalement, on n'est pas dans l'acceptation de ce qu'est la réalité, ni de qui nous sommes, parce qu'on veut changer la matière et on veut se changer soi-même. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ça aussi, ça a été une lutte pendant des années, parce que justement, je me disais, d'une part, je sentais que la justesse et la profondeur de la voie non duelle, et d'autre part, dans le monde matériel, dans la manifestation concrète, il y a effectivement des choses à faire, il y a effectivement des améliorations permanentes. En fait, c'est la nature même de la réalité matérielle et de la réalité tangible. C'est qu'elle est en permanente évolution, en permanente transformation, permanent changement. Donc effectivement, il y a tout le temps quelque chose à changer, à faire. C'est la nature de la vie. Et en fait, je vois ça comme des chemins parallèles, en fait. C'est pas incompatible, même si ça dit effectivement des choses complètement contradictoires. D'une part, on dit il n'y a rien à faire, il faut juste tout accepter. D'autre part, on peut dire bah oui, il faut s'améliorer, devenir la meilleure version de soi-même, être une meilleure personne, etc., etc. C'est tout à fait compatible à partir du moment où justement on a ce recul et qu'on peut voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, notre nature véritable, c'est la conscience. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'intangible. Certains appellent ça l'âme. On peut appeler ça l'esprit, même si ça peut prêter à confusion. Pour moi, je distingue, il y a le corps, d'une part,
le monde matériel, qui est donc le concret, le tangible, le visible, et puis tout le monde matériel aussi qui est perceptible par les sens justement du corps. Et puis il y a l'esprit. Et l'esprit, c'est tout ce qui est de l'ordre de la pensée, c'est tout ce qui est abstrait, c'est tout ce qui est de l'ordre du plus subtil. C'est l'intuition, ben, c'est l'intellect, c'est la pensée, etc., etc. Et ces deux entités sont comme liées ensemble pour former la réalité de la manifestation. Mais ces deux entités, le corps et l'esprit, sont eux-mêmes inclus dans quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, c'est ça que j'appelle la conscience. Donc la conscience n'est pas influencée ni par le corps ni par l'esprit. Ça n'empêche pas que le corps et l'esprit peuvent être améliorés en permanence parce que c'est leur nature en fait. Comme ils font partie du monde de la manifestation, du monde des perceptions, ils sont en permanente transformation, en permanent changement. Donc c'est OK en fait ça aussi d'accepter ça. D'accepter que ça fait partie de la réalité, que le corps a des besoins, que l'esprit aussi a des besoins et que tout ça évolue en permanence. Et on peut choisir, en fait, c'est ça la grande liberté. C'est pour ça que j'aime appeler ça la conscience libre, parce qu'on a le choix. Quand on se reconnaît en tant que conscience, on a cette liberté justement de. On peut s'améliorer, on peut ne pas s'améliorer, on peut souffrir ou on peut ne pas souffrir. On a la liberté totale, en fait. C'est comme un jeu. C'est comme un jeu vidéo. Moi, je vois la vie, on dit comme un jeu vidéo. Et l'ultime méditation permet de se reconnaître en tant que le joueur de ce jeu vidéo et non pas le personnage qu'on incarne dans le jeu. Et le personnage qu'on incarne dans le jeu, on peut choisir de le tuer, on peut choisir de l'améliorer, on peut choisir de le rendre fort, on peut choisir de le laisser faible, on peut choisir tout ce qu'on veut. Et c'est un jeu, en fait. Le but de tout ça, c'est juste d'expérimenter et de s'amuser, finalement. Ouais, ça rend déjà beaucoup plus léger. Et par rapport à ce que tu dis, donc, le but, en fait, c'est d'arrêter de souffrir. Donc, on reparle bien de la souffrance psychologique et non pas de la douleur physique. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui sont investies dans le développement personnel ou dans le monde de la thérapie et qui, comme toi, essayent monts et merveilles par rapport aux promesses qui sont faites parce que tout le monde est plus ou moins traumatisé et il y a toujours à l'esprit cette gestion du traumatisme ou cette résolution du traumatisme. Et quand on cherche à résoudre ça, ça veut dire que déjà on souffre. Donc c'est la souffrance est bien là. Par exemple, je ne sais pas, il y a des personnes qui peuvent avoir 40 ans et qui ont subi des sévices quand ils avaient 5 ans et ce sont ces sévices-là qui vont les hanter toute leur vie. Et à ce moment-là, donc se mettre dans plein de techniques pour essayer de tuer cette souffrance dans l'œuf en fait. Et toi, tu dis qu'il y a un point de conscience à partir duquel, en fait, il n'y a plus de souffrance. Mais qu'est-ce que deviennent ces expériences? Alors, à qui ça appartient et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que, enfin voilà, est-ce qu'on peut vraiment le dépasser? Est-ce que vraiment on arrive à un point où on peut regarder, par exemple, des horreurs qui ont pu nous arriver étant enfants et ne plus en être atteint? Oui, oui, totalement. On peut arriver à ce point-là. Et c'est justement, c'est la même chose. Je reprends cette métaphore parce qu'elle est pour moi extrêmement parlante, c'est celle du jeu vidéo. En fait, on passe notre temps depuis tout petit par la construction de l'ego, hein, et ça fait partie aussi du jeu, c'est nécessaire. L'ego est nécessaire, la construction psychologique, apprendre à s'identifier à ce corps, à s'identifier à un prénom, à s'identifier à tout un tas d'adjectifs, à tout un tas de qualificatifs. Ça fait partie de la construction saine du personnage à l'intérieur du jeu. Et l'ultime méditation et la voie de la non-dualité de manière générale, ça sert simplement à réaliser qu'on n'est pas ce personnage dans le jeu, mais qu'on est le joueur qui joue au jeu vidéo. Et le joueur, il est en dehors du jeu. Et il n'est absolument pas atteint par quoi que ce soit qui se passe au niveau du personnage. Ça n'empêche pas que le personnage garde ses souffrances, garde ses conditionnements, puisque, comme tu l'as mentionné, par rapport à des blessures qui ont pu arriver, à des traumatismes qu'on a pu avoir dans le passé en tant que personnage, c'est ça qui va programmer et qui va conditionner le développement du personnage dans le jeu. Mais le fait de se désidentifier de ce personnage permet de le voir en fait et de se vivre même en tant que personnage avec ce détachement et avec cette paix, avec cette tranquillité. Après, si dans l'instant il y a l'élan de guérir et d'aller faire des thérapies pour guérir le personnage et pour l'améliorer le personnage, c'est OK. Et si dans l'instant il n'y a pas cet élan-là, c'est OK aussi en fait. Et c'est un petit peu comme quand on va au cinéma et qu'on est trop pris qu'on s'identifie trop au personnage et que quand le personnage au cinéma il vit une douleur, on est là sur notre siège de cinéma et on a de la peine ou on a de la joie pour le personnage qu'on voit alors que c'est pas nous. Et dans la vie, dans la réalité, c'est pareil. C'est qu'on souffre la plupart du temps parce qu'on s'identifie au personnage, parce qu'on s'identifie à une construction mentale qu'on appelle l'ego la plupart du temps. Et pour moi, l'ego, c'est ça, c'est
c'est la construction psychologique d'une identité autour de ce corps, autour de notre esprit, avec tous les souvenirs, toutes nos opinions, tout un tas d'étiquettes qu'on a pu nous donner pendant toute notre vie. Ça, c'est l'ego. Et on peut choisir d'améliorer ça. On peut choisir de le laisser en l'état. Enfin, tout ça, c'est vraiment libre. Donc, comme je disais, c'est vraiment des voies parallèles. Et pour moi, c'est super important de commencer par l'ultime méditation parce que, en tout cas, ça a été nécessaire pour moi parce que justement, ça m'a permis d'avoir un détachement et une légèreté, comme tu disais tout à l'heure, et une simplicité dans le fait d'aborder la vie. Parce qu'effectivement, c'est comme pour tous les domaines, en fait, que ce soit le domaine de la santé, le domaine des relations, le domaine de la thérapie. Il y a toujours tout et son contraire, tu vois. Il y a toujours des gens qui vont dire non, il faut faire comme ça, des gens qui vont dire non, il faut faire comme ça. C'est ça la dualité, c'est les oppositions, c'est en permanence le bien, le mal, etc., etc. Et depuis ce point de vue, on va dire de ce troisième point de vue non duel, il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mal. Ce n'est ni bien ni mal d'être en bonne santé, ce n'est ni en mauvaise santé, ce n'est ni bien ni mal d'avoir des blessures ou de guérir, ce n'est ni bien ni mal d'améliorer le personnage. C'est juste, tout dépend de l'intention en fait qu'on pose. Et le bien et le mal, il n'existe pas tant qu'il n'y a pas une intention particulière. Et ce recul-là permet de voir que même, par exemple, l'intention de rester en vie, c'est aussi une intention. Et généralement, c'est l'intention ultime de tout être humain, parce que c'est aussi l'impulsion ou l'élan naturel de tout être vivant, c'est de se maintenir en vie, c'est la survie, c'est un petit peu le besoin fondamental premier. Mais même ça, c'est ni bien ni mal, en fait. Rester en vie, vouloir mourir, c'est OK dans l'absolu, depuis ce point de vue plus vaste. Tu vois? Ouais. Et peut-être que les personnes qui nous écoutent déjà pensent à un mot, l'éveil en fait. En fait, ce que tu enseignes, c'est quelque chose dont certaines personnes pensent que c'est réservé à certains élus, comme le Bouddha, etc. Alors qu'en fait, c'est réservé à personne. C'est juste quelque chose qui est accessible à tous parce que nous avons tous la même nature. Ouais. Peut-être aussi que ça peut faire peur finalement parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il va m'apprendre, parce que si le mental ne peut pas le comprendre et si je m'entraîne à la méditation mais que je suis constamment parasitée par mon mental, ça va être trop compliqué pour moi, alors que peut-être pas en fait. Enfin, moi, la façon dont je suis ton programme, parce que je l'ai pris depuis 3 semaines, et vraiment je suis tombée amoureuse de ton programme, je trouve qu'il est hyper pédagogique, vraiment génial. Et pourtant je suis une mentale, c'est sportif là-haut. Moi aussi. Toi aussi. Mais en fait, à la limite, donc pour les personnes qui aimeraient se lancer, d'ailleurs, je vais mettre le lien directement dans la description de la vidéo. C'est en fait d'écouter les choses, déjà d'écouter et de réécouter. Et pour les méditations, vraiment d'être dans l'écoute, sans chercher à comprendre en fait, parce que le conscient c'est qu'une petite partie, l'inconscient c'est beaucoup plus. Et c'est pas parce qu'on comprend pas que ça s'imprègne pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, en fait, c'est intéressant de voir que même, par exemple, la pensée, tu parlais d'éveil, la pensée, par exemple, je dois m'éveiller, c'est une pensée qui est restée très, très présente en moi pendant longtemps. Et en fait, cette pensée, je dois m'éveiller, c'était justement un obstacle à la possibilité pour moi de juste me détendre, en fait, dans l'instant. Et donc, c'était une souffrance. Et aujourd'hui, dans le domaine de la spiritualité, même dans le domaine de l'éveil spirituel et même dans le domaine de la non-dualité, il y a aussi ces obstacles qui viennent se poser parce que forcément, c'est récupéré par le mental, c'est récupéré par l'intellect qui essaye de classifier, tu vois, de mettre des étiquettes, etc. C'est toujours comme ça, mais c'est son rôle aussi, c'est OK, c'est pareil, c'est un programme aussi, le mental, on va dire, c'est un outil. Et dans le jeu de la vie, c'est un outil qui est très, très pratique et qui est très, très puissant. Pour moi, l'essentiel, c'est justement de voir comment cet outil fonctionne et de pouvoir s'en servir à bon escient, ou en tout cas s'en servir librement en fonction de nos intentions, comme je disais à l'instant, plutôt que d'être asservi par ça. Et pour la méditation, c'est pareil. On peut très bien se dire, la méditation, c'est pas fait pour moi, mais si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde cette pensée, on voit que ce n'est qu'une pensée. Et que si on peut voir la pensée, à partir du moment où on peut la voir pour ce qu'elle est, elle n'est plus un obstacle. Elle redevient une pensée. J'ai un de mes mentors qui s'appelle Muji, vous connaissez peut-être, qui dit, c'est comment il dit, une pensée sans croyance est inoffensive. Et une pensée avec croyance peut déclencher une guerre ou guérir une nation tout entière.
Et c'est exactement ça, c'est que une pensée, c'est qu'une pensée. La pensée n'a aucun pouvoir en soi. Elle a du pouvoir qu'à partir du moment où on lui donne du pouvoir, on lui donne de l'attention, on lui donne du crédit. Et qui c'est qui lui donne ce crédit? Ben, c'est la conscience, justement. C'est notre attention, c'est une sorte de, on pourrait appeler ça la lumière ou l'attention, la conscience, c'est des synonymes pour moi, qui focalisons sur telle ou telle pensée. Et la pensée, c'est qu'une perception. Et réaliser déjà rien que ce pouvoir-là, chacun peut réaliser ça maintenant, on peut le faire, tu vois. On peut dire, voilà, si tu poses ton attention, si je te dis de poser ton attention sur ton pied gauche, instantanément, sans aucun effort, l'attention peut se poser sur le pied gauche. Si je te dis porte ton attention sur l'image d'un éléphant rose, instantanément, sans aucun effort, l'attention peut se porter sur une image d'un éléphant rose. Donc ça, c'est un pouvoir infini qu'on a de porter notre attention sur ce qu'on veut. Et en fait, on utilise ce pouvoir la plupart du temps inconsciemment, justement en mettant beaucoup, beaucoup d'attention sur des pensées et qui deviennent du coup des croyances. Moi, j'appelle ça des dogmes, c'est-à-dire des espèces de barrières mentales qu'on se met par rapport à toutes sortes de choses. Rien que faire l'exercice d'observer nos propres pensées, d'observer ce sur quoi on porte notre attention, c'est déjà très libérateur en soi. En tout cas, ça permet justement de prendre ce recul et de voir les choses pour ce qu'elles sont. Il y a aussi une belle métaphore que j'aime beaucoup qui parle de le mental, c'est comme un vendeur de porte à porte. C'est-à-dire, s'il y a un gars qui vient frapper à notre porte et qu'on lui ouvre, a priori on lui ouvre parce qu'on est curieux de savoir qu'est-ce qu'il a à nous proposer. Pas, certaines personnes peut-être l'ouvrent pas, mais et qui nous propose des choses qui, par exemple, s'il nous propose des sous-vêtements d'occasion, ben, on va probablement pas lui acheter. Et même si c'est un excellent vendeur, à partir du moment où ce qui nous vend ne nous intéresse pas, mais on ne va pas acheter. Et personne, rien ni personne, en fait, même le meilleur vendeur au monde ne peut pas nous forcer à acheter quoi que ce soit si on n'est pas intéressé, si on n'achète pas, en fait. Et le mental, c'est pareil. Il essaye en permanence, le mental, d'attirer notre attention en nous proposant des histoires, des scénarios qui vont titiller notre attention. Mais à aucun moment, même les meilleurs scénarios et même les choses les plus alléchantes et les plus intéressantes, on ne peut pas, comment dire, et lui, le mental en lui-même, la pensée n'a pas le pouvoir de nous imposer d'y croire si on a décidé de ne pas s'impliquer dedans, de ne pas lui donner notre attention, de ne pas donner ce pouvoir. Donc on peut avoir des pensées, par exemple, je suis nul, ou la méditation, c'est pas fait pour moi, ou j'y arriverai jamais, mais c'est juste des pensées. Et voir ça pour ce que c'est, ben, ça dissout leur pouvoir, en fait, tout simplement. Mais tu vois, c'est vraiment une question que je me suis toujours posée. Mais qui croit aux pensées? Parce qu'effectivement, on est traversé par tout un tas de pensées. Mais donc, il y en a qui passent, on se dit, bon, c'est absurde, même, on pense même pas sur la pensée. Mais il y a d'autres pensées qui sont vraiment saisies, qui sont véritablement crues du verbe croire et qui sont crues à tel point qu'elles sont viscérales. Par exemple, rien que la pensée, quand elle traverse, paf, ça fait mal au ventre. Et un exemple. Et personnellement, enfin, je vais parler en jeu, mais j'ai pas l'impression de choisir en fait qu'est-ce qui est cru. J'ai pas l'impression que ce soit des pensées sur lesquelles j'ai choisi de focaliser, parce que j'aimerais bien m'en débarrasser, mais oui, il y a ça aussi. mais je me demande en fait d'où ça vient, pourquoi est-ce elle me retraverse, pourquoi, qu'est-ce qui croit, qu'est-ce qui les saisit, et pourquoi elles ont autant de force en fait. Et véritablement, l'observation peut faire en sorte que, au bout d'un moment, je verrai l'illusion de la chose, à la fois au niveau de la pensée, mais à la fois au niveau de ce que ça fait viscéralement. C'est super intéressant. Tu as dit un truc, tu as dit des fois, il y a une pensée qui vient et pouf, ça fait mal au cœur, rien que le fait que la pensée arrive. Et en fait, ça, c'est une illusion, quelque part, pour moi. C'est parce que c'est tellement rapide, le processus est tellement rapide que tu ne le conscientises pas. Mais c'est comme quand tu tapes sur ton clavier une lettre du clavier et qu'elle apparaît instantanément à l'écran, tu as l'impression que c'est instantané. Mais en fait, il y a tout un processus qui est juste extrêmement rapide, de programmation, en fait, qui fait que la lettre apparaît apparemment instantanément sur l'écran. Et pour les pensées, c'est pareil. C'est juste que le processus est tellement rapide. Et si c'est tellement rapide, c'est parce qu'il y a justement une identification qui est très forte. Quand tu as la conscience qui est très identifiée, c'est comme un petit peu deux engrenages qui se mettent l'un avec l'autre. Quand la conscience est identifiée à l'ego, ils sont collés. Et donc, en fait, il y a comme il y a comme une synchronisation qui se produit. Donc, quand il y a une pensée qui arrive, elle arrive à l'intérieur de l'intellect, donc à l'intérieur du mental, de l'ego, on peut dire ça comme ça. Et instantanément, il y a une réaction de la conscience parce qu'elle est liée à l'ego. Elle est identifiée, elle est collée, elle est fusionnée quelque part. Donc, en fait,
Ça, tu peux, en désidentifiant, le travail justement de l'ultiméditation permet de faire, de faire ce travail de recul et de désidentification. Ça permet de voir en fait qu'est-ce qui se passe et de voir la pensée arrive, de voir à quoi ça te rapporte dans ta mémoire, peut-être à quoi ça rapporte dans des projections du futur. Et en fait, c'est la réaction qui génère une émotion. Ça, c'est un cas possible. Il y a d'autres cas où c'est pas forcément comme ça que ça se passe, mais tu peux observer qu'à chaque instant, en fait, c'est ça. Il y a deux types d'émotions. Il y a les émotions qui sont liées à des histoires du passé. Il y a les émotions qui sont vraiment liées au moment présent. Mais la plupart du temps, les émotions qui nous embêtent, c'est des émotions qui sont liées à des histoires du passé, justement, qui sont liées à des projections dans le futur ou des souvenirs du passé. Et ça, on peut vraiment, vraiment s'en détacher. Et quand tu regardes vraiment le processus, tu peux voir, en fait, quels sont justement les programmes sous-jacents à pourquoi cette pensée déclenche ce sentiment. Et après, effectivement, il y a des techniques de thérapie, il y a des techniques de thérapie énergétique qui permettent de détricoter aussi tout ça, ou d'enlever les liens, ou de nettoyer les liens énergétiques, etc. Mais au-delà de la guérison, le simple fait d'observer et de prendre du recul là-dessus, ça permet de dissoudre aussi une grande partie des programmes et des enchaînements, on va dire, de phénomènes à l'intérieur de toi. Et puis, comme tu l'as mentionné, il y a aussi une part de toi qui veut s'en débarrasser. Et en fait, le fait que quand il y a une pensée qui arrive ou quand il y a une émotion qui arrive, le conditionnement est si fort qu'on a l'impulsion directe, je ne veux pas que ça existe. Et le fait de dire, je ne veux pas que ça existe, ou je voudrais m'en débarrasser, ou oh merde, encore de la colère alors que je pensais m'être libéré de ma colère, ou oh merde, encore de la tristesse alors que je pensais avoir fini avec cette tristesse, ben, ça crée justement cette souffrance, ça crée une lutte qui, contrairement à ce qu'on voudrait, vient nourrir en fait l'émotion. Ça vient quelque part même l'amplifier. Alors qu'en fait, une émotion, c'est juste une sensation. C'est un mélange de sensations et de pensées la plupart du temps. Et c'est juste passager en fait. Comme toutes les perceptions, c'est passager. Absolument tout dans l'univers visible, dans la manifestation, est temporaire et passager. Même le soleil disparaîtra un jour. Je crois qu'il y a un bouquin qui porte ce titre-là d'ailleurs. Ce corps est temporaire. Le corps est fait de petites cellules qui sont en permanent mouvement, en permanent changement. Même les cellules sont faites de molécules, sont faites d'atomes. Les atomes, c'est juste des particules qui bougent en permanence. Il n'y a rien de figé, en fait. Donc, tout est temporaire et tout est passager. Et quand on peut juste voir ça pour ce que c'est, voir que tout ça est temporaire, que tout ça est passager, que le corps passe, que l'ego passe, les pensées passent, les émotions passent. Et il y a une forme de grande paix, en fait. La seule chose qui ne passe pas, c'est justement cette dimension de nous qui observe tout ce qui passe. Ouais. Parce que c'est ce que le Bouddha avait voulu dire aussi en disant ça. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et ça permet de prendre cette espèce de pas de recul pour voir ça. Et quand on voit ça, on est comme dans un axe très stable. La seule chose qui ne change pas, c'est ce qui observe le changement. Et oui, et en même temps, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'on ne peut, en suivant par exemple une méthode comme la tienne, faire l'économie de la rencontre avec ses propres peurs? Parce que tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand je te parlais des pensées, à force d'avoir été baignée dans le développement personnel, d'en avoir mangé matin, midi et soir, j'ai intégré en tant que croyance vraiment que nous co-créons notre réalité. Et que quand on pense des choses, et surtout s'il y a un impact émotionnel qui est lié à ça, que ce soit en positif ou en négatif, on l'attire dans notre vie. Alors moi, dis-toi bien qu'il y a certaines pensées qui me traversent, que j'aime pas du tout, que j'ai peur en fait d'attirer. Donc c'est pour ça que je les rejette. Et finalement, c'est lié à des grandes peurs encore plus fondamentales à l'intérieur de moi. Et comme j'ai peur en fait de me faire traverser par cette pensée et de l'observer, avec, par exemple, une méthode comme la tienne, parce que j'ai peur que si je me mets à l'observer, elle reste trop longtemps et qu'à ce moment-là, elle fasse attirer des événements dont je n'ai pas envie. Est-ce qu'on peut faire l'économie de rencontrer ses peurs ou pas? Alors, l'économie de rencontrer ses peurs, non, je ne pense pas. Oula, excusez-moi pour le bruit, il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si ça s'est entendu. Des chaises sur la terrasse. L'économie des peurs, non, je ne pense pas. En tout cas, d'observer ses peurs, non. Mais ce n'est pas grave parce que le but que tu recherches, il est quand même atteignable. Parce que pour reprendre l'exemple du jeu vidéo, si tu joues à ton jeu vidéo
es à fond dedans, tu es focalisé sur l'écran, tu es complètement identifié à ton personnage et tu te débats en fait en essayant d'améliorer ton personnage au maximum. Et puis tu comprends les règles du jeu. Tu comprends que tu co-crées ta réalité, c'est ce que tu disais. Et ça, c'est une réalité, on peut l'observer. Beaucoup de gens le témoignent, on l'enseigne, on l'observe, c'est mon cas aussi. Et en fait, quand tu comprends ça et que tu essayes depuis le point de vue du personnage de gérer tout ça et de tout contrôler, ça devient infernal en fait. Ça devient très compliqué. Tandis que si tu prends un pas de recul, que tu réalises que tu n'es pas ton personnage, mais que tu réalises que tu es le joueur qui contrôle justement le personnage, déjà il y a une grande, grande paix qui s'installe, il y a une légèreté, une joie qui s'installe, une simplicité, une clarté qui s'installe. Et en fait, c'est comme si tu pouvais voir au-delà même du personnage tous les paramètres justement qui gèrent et qui influencent en fait le personnage. De mon point de vue, c'est ça. Le corps, c'est un petit peu comme dans le jeu Les Sims. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais en fait, le corps est un organisme avec des besoins. Et quand on voit clairement quels sont les besoins, bah, il suffit d'ajuster certains paramètres pour le nourrir, ajuster d'autres paramètres, etc., etc. Et c'est tout le temps en fait en perpétuelle insatisfaction. Où est-ce que je voulais en venir avec ça? euh, Le fait est que si on prend en considération le fait qu'on co-crée sa réalité, enfin, qu'on crée sa réalité à partir de ce qu'on ressent, le fait de se détacher de son personnage et de revenir dans la posture du joueur, ça permet aussi de détendre le personnage. Ça permet aussi de faire en sorte que le personnage ait une vibration beaucoup plus légère et beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus paisible. Et si cette vibration, puisque c'est surtout ça, en fait, c'est l'état d'être qui a une influence plus encore qu'une simple pensée, comme on disait tout à l'heure, une pensée, ça n'a pas beaucoup, beaucoup d'impact. Mais si ton état d'être profond, si tu as, comment dire, oui, tes racines ancrées dans la paix, bah forcément, les expériences que tu vas attirer à toi, ça va être dans cet ordre-là. Et pour moi, ça, c'est notre nature à tous. Et c'est juste complètement naturel quand on voit un enfant, quand il vient au monde, c'est ce qu'on voit, c'est de la joie, c'est de la paix. Enfin, oui, pas toujours forcément la paix, mais il y a quelque chose comme ça de très innocent, de très joyeux, j'expérimente, je m'émerveille. Enfin, c'est ça, en fait, c'est ça notre nature. Et revenir à la position du joueur, c'est revenir à cette nature-là. Et alors après, du coup, ça permet de reconsidérer la vie et notre existence même en tant qu'adulte avec tous nos conditionnements. Et on peut choisir, tiens, ce conditionnement-là, est-ce qu'il m'aide par rapport à mes intentions? Tiens, j'ai plus envie d'expérimenter ça, donc je vais enlever celui-là, je vais bouger cette croyance-ci, je vais ajouter cette croyance-là. Et c'est juste comme on programme un ordinateur, en fait. Le corps et l'esprit sont des programmes, en fait, des programmes psychiques et biologiques. Et on peut jouer avec ça. Le développement personnel, c'est ça. C'est l'étude de comment programmer l'esprit ou le corps. Ben, c'est comme ça que je le perçois. Et la thérapie aussi, et puis tout, en fait, toutes les techniques d'amélioration de soi, c'est ça. Et alors, j'ai une autre question. Alors là, c'est Julien qui va rentrer en jeu. Enfin, d'ailleurs, si tu le souhaites. Hein. Parce que Julien, il est déjà dans l'Advaita Vedanta, la non-dualité, c'est quelque chose qui l'anime depuis déjà très longtemps. Il a fait aussi les retraites Vipassana, enfin une notamment. Et finalement, ce que tu me disais, toi, souvent, c'est que au niveau de la théorie, tu as tout compris. Et au niveau de l'observation, tu vois en fait tous tes mécanismes. Et pourtant, tu as l'impression qu'il manque quelque chose. Oui, mais en fait, il a répondu à ça. Moi, je suis vraiment dans cette transition-là, c'est-à-dire où j'ai compris que c'était deux choses parallèles. C'est-à-dire que mon mental avait récupéré les concepts à la fois du développement personnel, à la fois de la spiritualité. Et vu que si on les place au même niveau, ben, c'est complètement contradictoire. C'est-à-dire dans la Advaita Vedanta, dans la non-dualité, en fait, il n'y a rien à faire et tout est déjà parfait tel qu'il est. Et dans le courant du développement personnel, c'est le contraire. En fait, il faut sans cesse s'améliorer, sans cesse changer des choses, etc. Donc, en fait, moi, là, jusqu'à il y a très peu de temps, je voyais cette guerre en moi. C'est-à-dire que, comme toi, cet appel profond, c'est-à-dire quand j'ai vu moi, j'ai longtemps étudié l'enseignement de Krishnamurti. Avant d'arriver ici et de rencontrer des gens qui étaient dans le courant de la Advaita Vedanta, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de réponses à des questions que je n'avais pas en lisant le livre de Krishnamurti. Et en fait,
il y avait cet appel profond, comme tu disais, c'est-à-dire que alors moi j'ai compris tout de suite plein de ce à quoi il voulait me faire, ce qu'il voulait me faire voir. Mais après, en fait, j'avais le mental en fait qui a récupéré ça et a refait des nouveaux concepts avec ça. Et donc, toujours la quête, quoi. Là, toujours la recherche qui était en permanence là. Et en ce moment, j'en suis vraiment arrivé à ce point-là. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est que c'est des niveaux parallèles. Et moi, ce qui m'a débloqué, en fait, c'est de voir qu'en fait, et je trouve la métaphore justement du jeu vidéo très, très parlante parce qu'en fait, ce que je te disais hier dans la voiture, c'est que la vie, vraiment, si tu enlèves le côté sérieux dans le sens que c'est grave ou qu'il y a des enjeux importants, qu'il y a tout quelque chose en fait de rigide, de solidifié. Là, en ce moment, ce que je suis en train de voir, c'est que justement, tout ça, c'est qu'un jeu vidéo quelque part. Et que donc, il n'y a plus qu'à profiter, s'amuser comme on peut le faire avec un jeu vidéo quand on pense que c'est que du jeu vidéo, quoi. Il n'y a pas d'activité plus ou moins noble, etc. C'est vrai que. Etc. Ouais. Et de voir en fait justement qu'est-ce qui jaillit et ne plus être justement ce contrôlant qui veut absolument arriver à ses fins, que ce soit dans la spiritualité ou dans le développement personnel, mais justement de remettre en fait ce que tu disais, un mouvement, se remettre dans le mouvement naturel qui se crée en fait et voir ce qui jaillit de là. C'est comme ça un peu que je vois les choses maintenant. Je vois tout ce mouvement-là et tout ce qui est à l'intérieur essaye de bloquer en fait finalement ce mouvement de par les conditionnements, de par les concepts, de par les croyances, de par tout un tas de choses qui se sont ajoutées au fur et à mesure des années et qui ont été crues, quoi, qui ont été solidifiées et pas remises en question. Ouais, j'en suis un peu. Ouais. Mais la métaphore du jeu vidéo, je trouve qu'elle est vraiment top. Il y a un gros paradoxe, en fait, c'est comme la question du libre arbitre. On pose souvent cette question-là, est-ce qu'on a vraiment le choix de ce qu'on fait ou est-ce que nos choix sont aussi conditionnés, prédéterminés par autre chose? Et pour moi, c'est exactement les deux. En fait. Ouais. Et ça, c'est paradoxal aussi, c'est pareil, le mental, il veut pas accepter que c'est les deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Il aimerait bien que ce soit cohérent dans un sens ou dans un autre. Et c'est pas cohérent que les deux coexistent. Et pourtant, c'est le cas. C'est par exemple, c'est exactement la même chose avec la respiration. La respiration, c'est un très bon exemple du libre arbitre et de l'absence de libre arbitre à la fois. C'est-à-dire que si je veux respirer plus rapidement, je le décide, ça se fait instantanément. Mais si je veux, par exemple, arrêter de respirer, je peux pas. J'ai pas le contrôle là-dessus. Donc, ça veut dire que j'ai à la fois le libre arbitre à l'intérieur d'un certain cadre, en fait, à l'intérieur de certaines limites qui sont, elles, prédéterminées et auxquelles je n'ai absolument aucun choix. Et c'est comme dans un jeu vidéo, le jeu vidéo est complètement prédéterminé par des limites, certains jeux d'ailleurs plus que d'autres. Il y a des étapes obligatoires, mais à l'intérieur de ces étapes obligatoires, à l'intérieur de ces règles, on fait absolument tout ce qu'on veut. Et si on veut tuer son personnage dans la première minute, on peut. Si on veut essayer d'aller le plus loin possible, on peut. Si on veut essayer d'aller le plus vite possible, on peut. Et tout ça, c'est ça le développement personnel. Ça dépend de l'intention qu'on se fixe au départ. Et si on se fixe comme intention de s'améliorer au maximum ou d'atteindre un certain état, un certain stade, un certain objectif, alors oui, il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont mauvaises. Et là, on rentre dans une forme de dualité. Il y a le bien et il y a le mal. Mais si on se fixe aucune intention et si on laisse la vie se dérouler, d'ailleurs, c'est ça, en fait, c'est qu'on peut aussi laisser complètement les choses se dérouler, rester complètement spectateur, observateur, et la vie suit son cours. On ne peut pas, en fait, réellement arrêter le jeu. Le personnage continue à vivre, le corps continue d'évoluer, le cœur qui continue à battre, les poumons vont continuer de respirer, etc., etc. La peau va continuer de se renouveler, les cellules, etc. On ne peut pas arrêter ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais à l'intérieur de cette automatisation, en fait, on a un large choix de choses, d'expériences qu'on peut faire et donc de directions qu'on peut prendre, de choses qu'on peut dire ou pas dire, etc., de penser ou pas penser, même si la plupart des pensées viennent spontanément sans qu'on les choisisse, on peut aussi choisir de penser comme on a fait tout à l'heure avec l'éléphant rose. Et ça, c'est ça qui est merveilleux de voir, à quel point il y a une liberté géniale d'expérimentation possible à l'intérieur de ce jeu qu'est la vie. Ouais. Et tout ça, en fait, en conclusion, ça aide vraiment à se fiche la paix, quoi. Ouais, c'est une bonne... à vivre comment dire, en réexpérimentant l'enfance d'une certaine façon, c'est revoir les choses en arrêtant le plus possible de se prendre pour quelqu'un avec toutes les histoires qui suivent, etc. Et d'alourdir en fait toutes les expériences. Et on se fiche la paix, quoi. Cette voilà, je vais pas y arriver.
désidentification aide en fait à prendre justement ce recul et voilà, la vie est plus sympathique. Exactement. Mais pour moi, même la souffrance est OK, puisqu'elle existe. Si elle n'était pas OK, elle n'existerait pas. Mais ce qui est dommage, ce qui est tragique, en fait, c'est de voir à quel point la plupart des gens souffrent et ignorent que c'est pas obligatoire. C'est comme, ouais, c'est ça, c'est comme si on passait notre temps à porter des enclumes sur notre dos et ne pas se rendre compte qu'on n'est pas obligé de les porter. On peut les porter si on a envie, mais c'est pas obligé. Et moi, si j'ai envie de faire une chose, c'est de vraiment diffuser ce message-là, c'est que c'est pas obligé de souffrir. On n'est pas obligé de souffrir. Et si on veut arrêter de souffrir, on peut. Puis si on veut souffrir, on peut aussi. C'est comme avec la cigarette. On n'est pas obligé de fumer. Et c'est comme si on était dans un monde où tout le monde fume, et donc du coup, ça semble être normal et naturel de fumer. Mais non, en fait, on peut arrêter de fumer si on veut. C'est pas toujours facile, mais en même temps, c'est simple d'arrêter de fumer si on le veut vraiment. Et c'est pareil avec la souffrance. C'est pas toujours facile, mais c'est simple. Il y a un chemin, il y a une méthode simple. Il y a des méthodes simples et l'ultiméditation, j'ose espérer, en fait partie. Et voilà, c'est pas impossible, c'est facile. Enfin, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est plutôt ça. C'est une belle image que tu viens. Elle est très très parlante. Enfin, moi, elle me parle énormément. Donc je m'en souviendrai. Vraiment. Et ouais, non, mais moi, je trouve ton programme franchement génial. C'est vrai, c'est simple, c'est compréhensible, c'est très pédagogique. Et en plus, j'adore aussi les bonus. Il y a quelque chose que je suis, donc c'est les mantras. Enfin, c'est des petites vidéos en fait, que tu as fait sur 21 journées. Ouais. Et pour chaque vidéo, en fait, c'est des petits exercices à faire au quotidien sur une thématique particulière, que ce soit l'altérité, l'équanimité, enfin le remerciement. Il y a énormément de choses. C'est vrai que ça aide aussi à reprendre conscience des choses. Et ces exercices sont tout aussi magiques que comment dire, on va dire la méditation que tu proposes, enfin, l'apprentissage de la méditation que tu proposes. Ouais. Le plus puissant mantra, c'est vraiment un programme qui est fait pour augmenter un peu la fréquence vibratoire. C'est pour sortir d'une forme de cynisme ou de défaitisme et retrouver un petit peu de puissance, de conscience aussi, pour aborder plus facilement l'ultiméditation. C'est un petit peu, pour moi, je l'ai conçu comme un sorte de programme préparatoire. Et puis en fait, ça peut être effectivement complémentaire si c'est comme ça que tu l'expérimentes, je crois. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est pour ça. Là, par contre, c'est plus du développement personnel, effectivement. C'est plus de l'élévation, on va dire, du personnage dans le but de faciliter l'accès à l'enseignement au cœur de la méthode d'ultiméditation. Là, ce que j'adore, parce que tu vois, je suis plein de... Bon, j'ai un site de formation en ligne, donc je m'attache aussi à les faire, etc. Et c'est vraiment rigolo parce qu'à la fois, je suis ton programme et à la fois, je suis les formations en développement personnel. Et c'est plus paradoxal, en fait. Et c'est pour ça que je suis contente de faire ça comme ça, parce que j'ai une espèce de détente intérieure, tu vois. Je suis pas là, je suis absolument arrivée à l'éveil, absolument là. Je fais les choses pour les faire, et parce que je sais que ça me fait du bien de les faire. Et puis, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas antinomique, en fait. Voilà, ça aussi, ça instaure de la détente. Et puis, pour les personnes qui ont aussi envie de suivre ton programme, j'ai envie de dire, le principal, c'est de lâcher, quoi. C'est pas tendre à essayer d'atteindre quelque chose, c'est de faire les choses pour les faire. Et puis après, les choses se font d'elles-mêmes, en fait. C'est ça. Un petit peu de bonne volonté, et ça se fait de soi-même. C'est un peu comme les gouvernements qui font la guerre pour instaurer la paix. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est pareil, on fait ça au niveau individuel. On se crée de la souffrance pour être en paix. On se contracte pour être détendu. C'est paradoxal. Hein. Et tu vois, il y a eu aussi une autre enseignante que j'aime beaucoup qui s'appelle Soma Seka. Je ne sais pas si tu connais. Je ne connais pas, non. Je t'invite à aller regarder aussi ses vidéos peut-être sur YouTube. Et elle dit toujours chercher à détendre, c'est tendre. Exactement. Et encore une fois, c'est paradoxal et pourtant c'est vrai. Mais oui. Ouais. Oui, et Frank Lobvé, lui, il dit c'est juste les deux pièces, les deux faces de la même énergie, en fait. Si tu as, je sais pas, ce que tu disais, la détente, mais derrière, il y a la tension. Et tout est double. Tout est double. À chaque fois que tu prends quelque chose dans ce monde-là, de toute façon, et en fait, tout ça, c'est la même énergie. Donc, en fait, l'idée, c'est de voir cette énergie-là et non pas de s'attacher à la détruire ou de la voir absolument. Mais exactement. Observer cette énergie, quoi. Et moi, je sais que ce qui m'a amené énormément de détente aussi, c'est le fait de
il y avait le travail de Byron Katie qui faisait ça un peu, mais c'est aussi d'aller voir que je ne sais rien, en fait, que toutes les certitudes que j'ai, en fait, au final, quand je vais les regarder et que je me pose réellement la question, finalement, je sais ça, ou est-ce que, eh bien, en fait, non. Je vois qu'il y a une histoire que je me raconte à propos de chaque chose, mais qu'en fait, elle peut autant être vraie comme elle peut être fausse. Et ça m'a amené aussi beaucoup de détente parce que au fur et à mesure, ben, j'ai déconstruit plein de choses et ce qui permet d'amener une légèreté, une souplesse et un accueil plus grand en fait. Parce que justement, quand il y a toutes ces choses qu'on pense savoir, etc., ben, en fait, ça restreint, ça durcit. On est une société crispée. Hein. Et le fait d'enlever tous ces aspects-là, en tout cas de laisser le doute, quelque part de laisser ce doute-là, de savoir que je ne sais rien en fait. Et mais ça m'a amené vraiment une détente profonde. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide beaucoup et qui m'amuse beaucoup en plus. Aller regarder ça parce qu'au début tu commences par des trucs qui te posent des problèmes que tu peux avoir ou quoi, et puis après au fur et à mesure sur des choses même banales, je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre comme idée. Ce qui m'était arrivé l'autre fois, c'est en mangeant, tu vois, je mangeais et en fait j'ai vu que je me racontais l'histoire, que ça rentrait dans ma bouche et puis qu'après ça allait être digéré, nanana. Mais dans mon expérience vivante directe, en fait au final il y a une matière que je porte à ce que j'appelle ma bouche, mais en fait, j'en sais rien puisque elle disparaît. Et après, il y a des sensations, il y a des choses, tu vois. Et en fait, ça m'a montré un nouveau jeu, quoi, tu vois, de voir. Et c'est là que je voyais en fait ce côté. C'est là que j'ai compris en tout cas pour moi, ce qu'était la recherche de l'émerveillement de l'enfant, qui en fait sait pas et expérimente, mais sans vouloir comprendre spécialement, juste parce que il y a l'expérience, quoi, tout simplement. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'a remis de la pétillance, de l'émerveillement dans le quotidien. J'aime bien. Donc voilà. Bon, et bien écoute, merci beaucoup Adrien. Merci à vous. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Merci pour ton programme qui est vraiment fabuleux. Donc, je le redis, pour les curieux et les curieuses, les chercheurs d'absolu, est-ce que vous voulez, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà, vous avez juste à cliquer et aller découvrir la proposition que vous fait Adrien au sujet de l'ultime méditation. Donc voilà, pour apporter plus de légèreté dans votre vie et puis… moins de souffrance. Ouais. Moins ou plus, hein. Ouais. Voilà. Bon, avoir la possibilité de choix. Voilà, que c'est une possibilité. Tout comme arrêter de fumer. Bon, et bien à bientôt. Bien, merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end à vous. Merci à vous de nous avoir suivis.